ce webinaire consacré aux arrêts de travail long. Alors, tout d'abord, peut-être une information pour savoir qu'est-ce qu'on considère finalement comme un arrêt de travail long. Donc, on estime un arrêt de travail long, en principe, à partir de 3 mois. Alors, attention, parce que vous pouvez aussi être concerné par des arrêts récurrents. Alors, on n'est pas sur des arrêts de 3 mois, mais j'y reviendrai plus tard. On est sur des arrêts qui sont des arrêts de 15 jours, 3 semaines et qui reviennent régulièrement et qui doivent soit vous alerter si vous êtes concerné en tant que personne en situation de handicap, soit si vous êtes un employeur ou si vous êtes conseil. Ce sont des arrêts qui doivent nous alerter parce que annonciateurs sans doute de problèmes de santé pour les personnes. Autre point, les questions qui sont à se poser finalement lorsqu'on est sur un arrêt de travail long. Finalement, est-ce qu'il s'agit d'un arrêt de travail ponctuel qui va être sans conséquence sur l'état de santé futur? Quand on a le moindre doute à la réponse à cette question, il vaut mieux consulter son médecin pour commencer à anticiper les choses et éventuellement après, en fonction de ce que vous dit le médecin du travail, vous allez pouvoir et bien éventuellement aller voir le médecin traitant, aller voir le médecin du travail ou le médecin de prévention pour les personnes qui relèvent de la fonction publique, peut-être pour commencer à effectuer ce qu'on appelle une visite de pré-reprise, je vais y revenir, ou simplement, si vous êtes vraiment très très loin de la reprise d'emploi, une visite de conseil. Alors excusez-moi, j'ai une question dans la fenêtre de conversation de Monsieur Zahour. En fait, quand vous cliquez sur votre nom, Monsieur Zahour, il y a 3 petits points et vous pouvez activer votre micro pour prendre la parole. Et pour ceux qui le souhaitent, après, qui ont des questions, j'ai oublié de vous le dire, en cours de route, vous avez le petit icône réaction, la possibilité de lever la main pour poser une question. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Du coup, j'en profite pour dire bonjour à Bénédicte que j'aperçois, pour lui dire que le webinaire est enregistré et que donc, si tu ne veux pas apparaître à l'écran, tu peux couper ta caméra. Voilà. Donc, par rapport à cette visite de pré-reprise, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une visite de pré-reprise ? Par qui elle peut être demandée. Donc, la visite de pré-reprise, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une visite forcément très rapprochée de la reprise d'emploi, mais c'est une visite qui permet de faire le point sur sa situation et de voir justement si on va être en difficulté sur la reprise de son poste de travail, si éventuellement on aura besoin d'un aménagement de sa situation de travail et s'il y a des choses à faire. En aucun cas, la visite de pré-reprise ne veut dire qu'une fois que vous y allez, ça veut dire que vous allez reprendre le travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à avoir à l'esprit. C'est vraiment une visite qui vous permet, avec le médecin du travail, d'anticiper sur votre situation de santé et notamment si vous sentez qu'elle peut avoir des répercussions sur votre emploi. Elle peut être demandée et elle est demandée par le salarié. Elle est gratuite pour le salarié puisque les visites de pré-reprise sont financées par l'employeur. Donc là aussi, c'est important de le savoir et le salarié peut la demander à tout moment pendant son arrêt de travail. Donc, bien entendu, vous le savez, quand on a un arrêt long, on doit repasser de toute façon devant le médecin du travail. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que les temps, si ensuite vous avez besoin d'un aménagement de votre situation de travail, sont très courts. D'où je le répète, la nécessité et l'intérêt quand vous sentez que vous êtes en difficulté sur votre état de santé et que ça peut avoir des répercussions sur votre emploi, d'anticiper et de demander cette visite de pré-reprise parce que justement, elle peut permettre en amont avec le médecin du travail et avec d'autres acteurs que je vais vous présenter, d'anticiper cette reprise d'emploi
Et si malheureusement cette reprise d'emploi n'est pas possible, d'anticiper sur une potentielle reconversion professionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de cette visite? Le médecin du travail peut vous dire qu'il est complètement confiant sur votre reprise et qu'on s'achemine quand vous serez rétabli vers une reprise, j'ai envie de dire, d'emploi classique. Peut-être si vous êtes fatigable avec un mi-temps thérapeutique dans un premier temps, mais pour lui, a priori, vous allez pouvoir reprendre sans difficulté particulière. Autre possibilité, il vous alerte sur une possible nécessité d'aménager votre situation de travail et votre poste de travail. Donc là, évidemment, ça sera intéressant, je vais y venir, de prendre contact avec d'autres personnes ou, troisième solution plus complexe, il craint pour vous une future inaptitude à votre poste de travail compte tenu de ce qu'il peut voir de votre situation de santé. Si on est sur le cas numéro 1, c'est-à-dire finalement pas vraiment de soucis sur la reprise d'emploi, bien vous pouvez effectivement attendre votre retour. Si vous le sentez, c'est toujours intéressant de pouvoir reprendre contact avec son N+1 ou avec son responsable ou son chef d'entreprise. C'est toujours bien, quand on a un arrêt long, de pouvoir garder contact avec son employeur. Je sais que ce n'est pas toujours évident à faire, mais dans les cas où c'est possible, c'est bien de garder le contact. Deuxième point, comme on le disait, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de pré-reprise, vous dit attention, le poste de travail que vous exercez aujourd'hui va nécessiter un aménagement de poste. Peu importe, j'ai envie de dire, le type d'aménagement de poste, que ce soit un aménagement de poste physique, ou aussi ce peut être un aménagement de poste qui sera proposé organisationnel parce que, par exemple, vous avez besoin de temps de pause ou il y a certaines tâches qu'il va falloir découper ou réorganiser parce que vous ne pouvez plus tenir ce type de tâches. Donc là, c'est très important d'anticiper les choses, de commencer déjà à voir avec le médecin du travail quels sont les aménagements possibles. Vous pouvez aussi prendre contact avec Cap Emploi pour travailler justement. Cap Emploi va travailler en lien avec l'employeur, le médecin du travail, la personne, pour justement voir la meilleure manière d'organiser votre retour. Alors, plusieurs choses à savoir. Vous pouvez mobiliser Cap Emploi dès lors que vous avez initié une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou si vous êtes bénéficiaire déjà d'un autre titre comme une rente accident du travail, par exemple, supérieure à 10% ou une pension d'invalidité ou si vous êtes bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Il n'est pas nécessaire que vous ayez déjà le titre rendu par la MDPH pour pouvoir être accompagné par Cap Emploi. En revanche, ce qui va être nécessaire, c'est d'avoir l'accord de votre employeur pour solliciter le Cap Emploi. Le Cap Emploi ne pourra pas intervenir si votre employeur ne souhaite pas son intervention dans l'entreprise. À ce moment-là, vous devriez travailler l'aménagement de poste uniquement avec le médecin du travail. Donc, ça permettra tout cela de pouvoir déjà analyser le poste de travail et de pouvoir anticiper les aménagements dont vous avez besoin. Il existe des prestations qu'on appelle les PASS, les prestations d'appui spécifiques, qui sont financées par le FIPHFP, le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, ou la GFIP, qui vont justement permettre d'aller sur le poste de travail, de vous faire tester du matériel, de voir s'il y a matière à mettre en place un aménagement organisationnel et qui vont pouvoir aussi débloquer des financements, notamment côté AGFIP pour l'employeur. Donc, rappel, par contre, quelles que soient les aides que vous mobilisez, il faudra une prescription du médecin du travail. Donc, si vous êtes accompagné par Cap Emploi, bien entendu, Cap Emploi va vous aider dans toutes ces démarches. Sinon, c'est le médecin du travail lui-même qui va vous accompagner. Troisième cas dont on parlait, une inaptitude qui se profile.
comment ça se passe? Bien là, il y a plusieurs solutions qui se posent. Soit il y a la possibilité de vous proposer un autre poste au sein de l'entreprise, avec là aussi deux solutions. Vous êtes complètement apte à occuper ce poste parce que vous l'avez déjà occupé auparavant ou vous avez les qualifications qu'il faut pour pouvoir occuper ce poste de travail. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de dire, tout va bien et vous vous acheminez vers une reprise sur un nouveau poste de travail. Oui, il y a un nouveau poste de travail qui est nécessaire, autre solution, mais là, vous avez besoin d'une formation. Donc là, ce qui peut être important de savoir, c'est notamment si la formation est courte, c'est que durant votre arrêt de travail, vous avez la possibilité, si évidemment votre état de santé le permet, et si vous en avez la volonté, de vous former pendant votre arrêt de travail. Bien entendu, il faudra avoir l'accord de l'assurance maladie et vous devriez passer par l'accord de ce qu'on appelle la cellule PDP, cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, le Cap emploi connaît évidemment tous ces rouages et le médecin du travail aussi. Ça va vous permettre bien de pouvoir faire cette formation pendant votre arrêt de travail. Alors là aussi, ça sera travaillé dans le cadre de cette cellule pour voir que votre arrêt de travail coïncide bien avec le temps de la formation, puisque sinon, ça peut poser des difficultés. Vous pouvez aussi faire un essai encadré qui, là aussi, pareil, par le biais de la cellule de prévention de désinsertion professionnelle. Cet essai encadré va vous permettre de voir au sein de l'entreprise, finalement, si ce nouveau poste de travail peut vous correspondre. Et ensuite, ça vous permet d'enclencher la formation. Et vous pouvez aussi faire le choix, si vous avez besoin d'une formation, de vous dire, là, pour l'instant, moi, ma priorité, c'est ma situation de santé. Je m'occuperai de la formation à mon retour sur mon poste de travail. Donc ça, vraiment, ce sont des choses qui sont à discuter avec votre employeur pour éviter des soucis sur votre reprise de poste. Et aussi anticiper les choses, notamment par rapport aux dates de formation. Si vous devez vous former à votre retour, ça peut être bien déjà de prévoir, si vous connaissez votre date de retour au travail, d'anticiper pour rechercher la formation qui vous convient et connaître les dates à laquelle la formation va commencer pour perdre le moins de temps possible dans le cadre de votre retour à l'emploi. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Vous pouvez aussi, donc il peut s'avérer que toutes ces solutions ne sont pas possibles et effectivement, malheureusement, on s'achemine vers un licenciement pour inaptitude. Alors, le licenciement pour inaptitude, il peut avoir plusieurs facteurs. Il n'y a pas de poste dans l'entreprise qui permet de vous reclasser. J'attire l'attention sur le fait que l'employeur doit chercher tous les reclassements possibles, y compris ceux qui nécessitent une formation ou qui amènent le salarié à être dans, par exemple, si c'est une grosse entreprise, dans une autre filiale de l'entreprise. Alors après, le salarié, si par exemple la proposition qui est faite fait que le poste se trouve à 200 ou 300 km de chez lui, peut effectivement refuser ce poste. Mais en tout cas, l'employeur est tenu de le lui proposer, y compris parfois lorsque l'entreprise a des filiales à l'étranger et peut proposer aux salariés un poste à l'étranger. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a une inaptitude? Donc là aussi, j'attire votre attention sur le fait que vous devez attendre l'inaptitude et surtout, 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 ne pas démissionner de votre poste de travail. Déjà, pour être mieux accompagné, mais aussi, surtout, pour pouvoir percevoir les droits qui sont liés à l'inaptitude, à savoir l'indemnité spéciale de licenciement, le doublement des indemnités de préavis qui ne peuvent pas excéder 3 mois, sauf si vous avez un accord collectif plus favorable, et bien entendu, vos indemnités de congés payés. N'oubliez pas aussi pendant ce temps-là
de faire vos démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées si vous n'avez pas d'autre titre pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Pendant le temps, j'ai envie de dire, de latence où vous savez que vous allez être licencié pour inaptitude, mais où le licenciement n'est pas encore prononcé par le médecin du travail, là aussi, vous pouvez me solliciter Cap Emploi pour commencer à travailler sur votre reconversion professionnelle et anticiper votre prochaine prise de poste. Notamment, par exemple, là encore une fois, pendant votre arrêt de travail, si vous le pouvez et vous le souhaitez, vous allez pouvoir faire un bilan de compétences. Même chose, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous allez devoir faire une demande par le biais de la cellule PDP, prévention de la désinsertion professionnelle, pour pouvoir bénéficier de cette autorisation. Vous pouvez aussi tester éventuellement un autre poste, encore une fois par le biais de l'essai encadré, dans une autre entreprise que la vôtre, si vous avez déjà défini un projet professionnel et que vous n'avez pas besoin de faire un bilan de compétences. Donc, tout ça pour éviter de perdre du temps, puisqu'on le sait, malheureusement, plus on a de temps, de latence dans son CV, plus ensuite le retour à l'emploi est compliqué. J'attire votre attention aussi sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez eu un problème de santé que l'employeur et que vous devenez travailleur handicapé est obligé de vous garder dans l'entreprise. On entend très souvent « Ah, mais l'employeur est obligé de me reclasser, je suis travailleur handicapé ». Non, il a une obligation de rechercher un reclassement, mais malheureusement, il n'a pas une obligation de vous reclasser, tout simplement parce que même des fois, dans certaines entreprises, c'est impossible, notamment souvent quand il y a 1 ou 2 salariés dans l'entreprise, ça va être très compliqué de proposer un autre poste aux salariés puisque ces postes sont très souvent déjà occupés par d'autres salariés. Donc ça fait partie des points qui sont vraiment importants quand on est sur un arrêt long. Ce qui est important aussi, c'est, quand on le peut, je vous le disais, de garder le contact avec votre employeur parce que ça permet de faciliter votre retour. Et notamment, quand vous avez eu des arrêts longs en entreprise, ça peut être important de pouvoir travailler avec votre employeur sur votre retour parce que très souvent, quand on est absent 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus de l'entreprise, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant notre absence et qui vont nécessiter, pour qu'on puisse reprendre correctement son poste de travail, eh bien, peut-être une petite formation en interne, de repasser peut-être avec des collègues sur une formation en interne pour pouvoir avoir à l'esprit tous les changements qui ont eu lieu. C'est important pour les employeurs d'avoir bien cela à l'esprit. Ça permet un retour plus confortable pour le salarié et puis surtout un retour optimisé. Puisqu'on peut avoir le sentiment, bien finalement, au bout de 6 mois, 1 an, quand la personne a été absente, de se dire « Ah ben, depuis qu'elle est revenue, celle-ci, elle ne sait plus rien faire ». Alors non, ce n'est pas forcément qu'elle ne sait plus rien faire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'entreprise et pendant qu'elle n'était pas là, bien personne ne l'a mis au courant de ces changements. Et donc, c'est vraiment important, là aussi, de pouvoir avoir un temps pour que le salarié puisse reprendre correctement sur son poste de travail. J'attire aussi votre attention sur des changements qui vont avoir lieu bien très prochainement en 2022, puisque vous le savez, il y a une nouvelle loi qui a été prise le 2 août 2021 qui s'appelle « Loi pour renforcer la prévention en santé au travail » et qui prévoit des nouvelles mesures qui peuvent impacter justement ces arrêts de travail longs et la reprise d'emploi. Alors tout d'abord, il y a une première mesure qui n'est pas encore en vigueur, puisqu'on attend les décrets d'application, mais qui est bien posée dans cette loi qui renforce la prévention et la santé au travail. C'est le rendez-vous de liaison. Donc, pour les FNATE, on en a déjà parlé dans les circulaires et dans les articles. Donc, ce rendez-vous de liaison, en fait, peut être à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, en associant les services de prévention en santé. Et il a pour objectif d'informer le salarié sur les modalités de reprise d'emploi. Ce rendez-vous
pour le salarié n'est pas obligatoire et il ne peut pas avoir de conséquences s'il a refusé de se rendre à ce rendez-vous. On attire quand même l'attention sur le fait qu'il vaut mieux se rendre à ce rendez-vous si l'employeur vous y convoque. On espère dans les demandes qu'on a faites que ça sera pris en compte dans les décrets. Normalement, vous aurez la possibilité de vous faire accompagner à l'occasion de ce rendez-vous, de vous faire accompagner soit par un représentant syndical, soit dans les grandes entreprises, dans les entreprises de 250 salariés et plus, il y a maintenant obligation d'avoir un référent handicap et ce référent handicap pourrait, je dis bien pourrait, puisqu'encore les décrets d'application ne sont pas sortis, être habilité à accompagner le salarié à ce rendez-vous de liaison. Donc, ce qui peut être regrettable, c'est que le rendez-vous de liaison n'aura pas été forcément précédé d'une visite de pré-reprise, mais du coup, ce rendez-vous de liaison peut être justement l'occasion, avant que le salarié reprenne, de travailler sur cette visite de pré-reprise. Éventuellement, si l'employeur en est d'accord, d'associer aussi le Cap emploi à la réflexion sur un éventuel aménagement de poste de la personne ou l'occupation d'un nouveau poste de travail. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui en attente, mais qui nous faut surveiller puisque dès 2022, nous devrions avoir les décrets d'application qui encadrent ce rendez-vous de liaison. Et donc, ce rendez-vous de liaison devra être mis en place, à tout le moins, devra être proposé aux salariés par l'employeur. Autre rendez-vous aussi qui peut avoir des conséquences, notamment pour les personnes qui ont des arrêts de travail récurrents ou des arrêts longs, c'est la fameuse visite à mi-carrière. Donc, là aussi, qui est prévue par la loi du 2 août 2021, qui prévoit aujourd'hui qu'à partir qu'à 45 ans, on estime que c'est à peu près l'âge de la mi-carrière pour les personnes, eh bien, il y aura un rendez-vous avec la médecine du travail. Alors, l'objectif de ce rendez-vous à mi-carrière, c'est déjà d'établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié. Donc, vous voyez bien que quand on a des arrêts récurrents, ce rendez-vous à mi-carrière peut avoir des enjeux vraiment très, très importants pour le salarié et il convient de le préparer et peut-être de l'anticiper. Le deuxième objectif de ce rendez-vous à mi-carrière, c'est d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle. Donc là aussi, vous voyez bien que pour les personnes qui ont des problèmes de santé ou pour les personnes qui ont des risques de désinsertion professionnelle parce qu'ils sentent que leur état de santé se dégrade, ce rendez-vous à mi-carrière est quand même très important. Et le troisième objectif de ce rendez-vous à mi-carrière est de sensibiliser les travailleurs aux enjeux du vieillissement pour l'orienter, si nécessaire, vers le médecin du travail. Donc là, encore une fois, attention pour les personnes qui ont des problématiques de santé. Ce rendez-vous à mi-carrière peut avoir des enjeux importants, mais il peut aussi être vu par la personne comme une opportunité de reconversion professionnelle qui va permettre de travailler justement avec l'employeur, peut-être soit la possibilité de se réorienter sur un autre poste au sein de l'entreprise, soit de travailler sur de la formation professionnelle pour pouvoir après justement anticiper cette problématique de santé qu'on sent voir venir et qui va peut-être nous permettre d'éviter les licenciements pour inaptitude. Donc, voilà un petit peu, là aussi, donc pour la visite à mi-carrière, on attend les décrets d'application pour 2022. Donc, on ne manquera pas de vous les communiquer et de les mettre sur notre site fnat.org pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ces arrêts longs. Maintenant, c'est moi qui vais me taire et laisser la place au débat. Donc, je vois qu'il
qu'il y a des choses des petites questions déjà qui commencent sur la fenêtre de conversation. Et après, n'hésitez pas à lever la main. Donc, pour lever la main, je vous rappelle, vous allez dans réaction et vous avez une jolie petite mimine jaune, ou si vous l'avez customisée, qui peut avoir une autre couleur. Et du coup, je vous donnerai la parole. Alors déjà, on a une première question dans la fenêtre de conversation. Peut-on demander l'intervention de l'AGFIP dans le cadre de la prévention des risques sur les troubles musculo-squelettiques en aménagement d'un poste de travail? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AGFIP et le FIPHFP n'interviennent pas en matière de prévention. Ils interviennent, si je puis dire, quand le mal est fait. Ça fait partie de leur cahier des charges. Hein, et quand il y a une nécessité d'aménager le poste de travail de la personne. Donc là, eh bien, il faut qu'il y ait une prescription du médecin du travail qui peut avoir eu lieu dans le cadre d'une intervention de Cap Emploi ou par le biais de la mobilisation, comme on le disait tout à l'heure, d'une PAS, d'une prestation d'appui spécialisée qui a démontré la nécessité pour la personne d'avoir un aménagement de sa situation de travail. Mais l'AGFIP ne va pas intervenir en prévention parce que la personne commence, par exemple, à dire qu'elle a des difficultés pour effectuer certains gestes professionnels. Donc, elle n'interviendra pas en amont. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, monsieur Zahour, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à activer votre caméra. Vous pouvez, si vous avez des questions, activer votre micro. Il n'y a aucun souci. Alors, pour activer votre micro, vous allez dans Participants, vous allez pouvoir cliquer sur votre nom. Il y a 3 petits points et vous allez pouvoir activer votre micro. Alors, attendez, je vais voir si je peux activer moi-même pour vous faciliter la tâche. Hop, activation de micro. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Petit point, comme la vidéo, vous pouvez ajouter. Je n'ai pas entendu. Comment ça vit? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai du mal à savoir que je me connecte, c'est pour ça. En fait, quand vous parlez, ça coupe et on n'entend pas ce que vous dites. Ouais, ça coupe. N'hésitez pas, si vous voulez, à poser votre question dans la fenêtre de conversation. Vous avez un petit icône en bas qui s'appelle « Discussion ». Je ne vous entends absolument pas. Peut-être vous laissez le temps d'écrire. On ne vous entend pas. C'est vrai que ça a fonctionné. Alors, attendez, je vais écrire parce que je pense qu'elle ne m'entend pas non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant peut-être éventuellement que… Voilà. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais une question. Excusez-moi, je suis arrivée un tout petit peu après le début de l'intervention de Mme Crabette. Je voudrais savoir, Je vais essayer autrement. après un arrêt long… Je vais essayer autrement, je vais voir mon tour. Vas-y. Ouais. Après un arrêt long, la visite de reprise est à l'initiative de l'employeur. Oui, tout à fait. Bon. Elle doit se réaliser avant que la personne rentre dans l'entreprise, ou est-ce que la personne peut reprendre son poste et être… Parce qu'il y a des fois, avec la médecine du travail, on a des soucis pour avoir des rendez-vous. Alors, dans l'idéal, notamment quand il y a un problème de santé, dès lors qu'on a connaissance que le salarié est en passe de reprendre,
il faut absolument réserver, si je puis dire, le rendez-vous pour cette fameuse visite de reprise. En théorie, évidemment, il faudrait que ça ait lieu avant, notamment sur les arrêts longs. En principe, dans la majorité des cas, c'est ce qui se pratique. Il y a malheureusement, on le sait, des endroits où il y a des engorgements, on va dire, dans le cas des services de santé au travail. Et malheureusement, ce rendez-vous a lieu parfois quelques jours après la reprise du salarié sur son poste de travail, ce qui peut parfois effectivement avoir des répercussions compliquées. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux lorsqu'on a pu mettre en place la visite de pré-reprise et justement pouvoir travailler en amont sur la reprise et éviter tout cela parce que finalement, tous les aménagements ont été checkés, pris et même si du coup, quand le salarié reprend, il y a quelques jours de décalage avec la visite, tout est calé. Mais c'est pas, malheureusement, il y a certains cas où la visite arrive quelques jours après la reprise du salarié, ce qui peut parfois poser souci parce qu'on a eu des cas où le salarié, bien compte tenu de sa situation de santé, ne pouvait pas travailler. Donc, quelle possibilité pour la personne du fait qu'elle n'a pas sa visite de reprise? Entre le moment où son arrêt est terminé, où il y a la visite de reprise, le salarié se met dans quelle position? S'il reprend le travail. Alors, en termes, il y a deux possibilités. Soit il retourne en arrêt de travail parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse reprendre sur son poste. Soit parfois, ce que fait l'employeur quand on voit, donc là aussi c'est toujours pareil, il y a aussi l'aspect de la bonne intelligence, si je puis dire, avec l'employeur quand ça fonctionne bien. On a certains endroits où finalement, après un arrêt long, on attend le rendez-vous avec la médecine du travail et l'employeur en profite pour travailler avec le salarié à son retour sur les choses qui se sont passées pendant son arrêt de travail pour remettre au goût du jour la formation du salarié. Mais malheureusement, ça, c'est pas toujours, et même c'est loin d'être le cas, anticipé par l'employeur. Et on a parfois des situations où le salarié ne fait rien pendant une semaine parce qu'il n'ose pas retourner en arrêt de travail et parce qu'il n'est pas en capacité de travailler et d'occuper son poste. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Dans l'idéal, c'est quand même, puisqu'on ne peut pas travailler, de surtout éviter les risques d'aggravation de la situation. Et le mieux, c'est de retourner en arrêt de travail. Ok, merci. Alors, Madame Zahour nous dit ça coupe, elle ne comprend pas les conversations. Alors, c'était la même chose pour nous, Madame, quand vous avez essayé d'intervenir, on n'entendait absolument pas ce que vous disiez. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, mais effectivement, nous non plus, on n'arrive pas à comprendre ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que vous avez à l'esprit, du coup. Si je peux me permettre, je voudrais revenir sur la question que j'ai posée au niveau des troubles musculo-squelettiques. Si le médecin du travail intervient, est-ce que la GFIP peut intervenir ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de travailleur handicapé? Alors, quand le médecin du travail, il peut intervenir pour prescrire un aménagement de poste, mais effectivement, il faut après, pour que l'employeur puisse obtenir des financements auprès de la GFIP ou du FIPHFP, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à tout le moins que cette reconnaissance ait été initiée, c'est-à-dire qu'elle ait été déposée à la MDPH, même si encore elle n'est pas traitée, j'ai envie de dire, c'est pas grave, puisque de toute façon, vu l'arrêt de travail, on sait que dans 99% des cas, eh bien, la personne aura sa reconnaissance, mais il faut qu'il y ait un dépôt
de RQTH ou d'autres titres, hein, AH, rente, pour permettre justement l'intervention et le financement des aménagements de poste par la GFIP ou par le FIP. Ah, on voit Madame Zahour, donc peut-être que là, on vous entendra mieux. À vous. Est-ce que vous nous entendez là? Vous nous entendez, madame? Je n'ai pas l'impression. Non, ouais, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces arrêts de travail longs? J'aurais une autre piste à éclaircir. Quand on est en reprise après un arrêt de travail long et que le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique avec la possibilité de pouvoir faire un aménagement de poste au niveau du télétravail, hein, par exemple. Donc, ça, c'est mentionné dans comment je veux dire, dans la correspondance qu'il va leur remettre à l'employeur. Oui, tout à fait. Quels sont, je dirais, les éléments si l'employeur refuse de mettre en pratique ce télétravail est-ce qu'il garde la main sur cet aménagement? Alors non, il ne peut pas le refuser, c'est l'exception pour les travailleurs handicapés. Justement, c'est une situation qui est prévue par la loi. Et donc, il a l'obligation, s'il y a une préconisation du médecin, de mettre en place ce télétravail, sauf s'il a un avis motivé qui rend impossible la mise en place du télétravail. D'accord. Donc, en principe, alors je ne dis pas que le médecin du travail connaît à chaque fois sur le bout des doigts tous les postes, mais en principe, quand il préconise du télétravail, c'est qu'il estime qu'il y a en tout cas au moins une partie de l'activité de la personne qui peut se faire en télétravail. Et donc, à ce titre-là, si la personne est reconnue travailleur handicapé, il doit y avoir un examen de cette demande et il doit y faire droit, sauf motif qui ne lui permet pas de mettre en place le télétravail. D'accord. Je dis bien pour les personnes handicapées, ce n'est pas le cas pour un salarié. Pour la RQTH, ceux qui sont titulaires d'une RQTH. Soit sur le Code du travail, soit sur les accords qui ont été négociés par les branches, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a un texte qui se réfère à ça, justement à cette exception? Alors oui, il y en a un. Il faut que là, comme ça, je ne l'ai pas en tête, mais oui, il y a un texte qui le prévoit. Alors, je me demande si on ne retrouve pas ce point-là dans la loi de 2016 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Il me semble que c'est là qu'avait été glissée la question du télétravail pour les personnes en situation de handicap. À vérifier parce que je ne suis pas sûre de moi à 100%, mais il me semble que c'est là que cette disposition avait été glissée. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces arrêts longs et au retour à l'emploi? Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que quand c'est possible, c'est vraiment important que vous puissiez mettre dans la boucle le Cap emploi parce qu'il va pouvoir mobiliser vraiment toutes les prestations pour vous aider à avoir le meilleur aménagement de poste possible. On sait aujourd'hui que les médecins du travail sont vraiment pas de mauvaise volonté, mais surbookés pour justement travailler en profondeur les aménagements de postes de travail. Et la paire médecin du travail et chargé de mission Cap emploi peut vraiment être quelque chose qui fonctionne bien pour permettre à la personne d'avoir un aménagement optimum.
Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Ah oui, ça y est, Ah, très mais bien. j'ai arrêté l'ordinateur et j'ai pris le portable, c'est plus simple. J'ai dit, Eh bien, apparemment, ça ça a marche l'air beaucoup mieux, madame. apparemment. Excusez-moi, en plus, au tout début, je vous ai appelé monsieur, donc… Non, mais c'est pas grave, tout le monde m'appelle monsieur, vous inquiétez pas. Même quand j'ai des rendez-vous avec les médecins, on m'appelle monsieur. Ça, Mais il n'y quand a on pas de vous souci. voit, on voit bien D'ailleurs, que c'est madame. ah non, non, c'est bien madame. J'ai coupé les cheveux, mais c'est madame. Alors, il n'y a pas de doute quand on vous voit. Ah, bah, merci. Bah, je veux dire bonjour à tout le monde. Hein. Je n'ai pas vu tout le monde. Mon souci à moi, c'est que bon, je suis en accident du travail depuis le mois de janvier, en rechute exactement. J'ai été renversée par un cariste en 2018. Et mon souci, c'est qu'il y a eu une erreur médicale, une erreur de diagnostic qui a fait pendant 3 ans, j'ai souffert. On m'a toujours dit que c'était juste les muscles qui étaient extrophiés, c'est tout. Donc, kiné, traitement, morphine tout le long. Et dû à une forte souffrance et un dos qui s'était enflé, j'ai approfondi donc les examens et ils ont trouvé que j'avais une côte qui était cassée, mais qu'ils n'avaient pas vu. Malgré mes refus avec Sécurité sociale, donc je me bats encore pour reconnaître mes droits puisque la Sécurité sociale a refusé mes 2 premières rechutes. Et donc, j'ai contesté à chaque fois. Donc, j'attends encore la réponse de la Sécurité sociale qui n'a rien voulu savoir au départ. Donc, je me suis fait opérer le 16 septembre. Donc on m'a décollé la côte et donc, ils ont fait le nécessaire. Ils l'ont mis face à face et ils ont mis une broche. Mon souci aujourd'hui, c'est dû à ces problèmes depuis 3 ans. Je souffre physiquement. Si vous voulez, je ne peux pas faire toujours la même chose. Je ne peux pas rester trop longtemps assise ou trop longtemps debout. Donc, Oui. physiquement, Vous avez besoin d'alterner les positions. Voilà, je suis obligée de faire comme ça. C'est vrai que quand je souffrais pendant mon travail, j'ai essayé de faire, d'occuper plusieurs postes différents pour voir, parce que à la base, je suis cariste, agent logistique et préparatrice de commandes. Donc, j'ai essayé d'alterner un petit peu plusieurs petits emplois qu'il y avait sur les lieux pour voir si mes douleurs pouvaient s'estomper, bien avant que je sache que j'avais une côte cassée. Et malgré ça, je souffrais énormément, malgré les petits boulots tout simples. Et je ne comprenais pas ce que j'avais. J'avais les douleurs, mais je ne savais pas. Et donc aujourd'hui, bon, je me suis fait opérer. J'ai un suivi post-opératoire par le chirurgien. Donc j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Mais c'est vrai, je souffre tout le temps. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si je serais capable de retourner dans mon travail. En tant que cariste, je ne pense pas, puisqu'il y a les secousses du chariot. La manutention, c'est pareil parce qu'il y a la douleur qui est là, qui est intense. Donc, j'appréhende un petit peu. Je ne sais pas du tout encore. Alors déjà, madame, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Sur le volet indemnisation, droit, etc., je vous invite à prendre contact avec la FNAT de votre département si ce n'est pas déjà le fait. Déjà fait, oui. Donc ça, très bien. Sur la reprise d'emploi, pour le coup, c'est ce que je disais en début de webinaire, je vous invite à demander une visite de pré-reprise pour pouvoir faire le point. Alors, comme je le disais, la visite de pré-reprise, ça ne veut pas dire que vous allez reprendre tout de suite, mais ça vous permet de faire le point avec le médecin du travail sur les potentialités. Est-ce que vous allez pouvoir reprendre avec un aménagement de votre situation de travail? Est-ce que, comme vous le craignez, ça ne va pas être possible et que donc il faut voir peut-être avec votre employeur si au sein de l'entreprise, il y a un autre poste qui pourrait vous convenir? N'hésitez pas aussi à solliciter en même temps, j'ai envie de dire presque, que votre visite de pré-reprise ou peut-être suite à votre visite de pré-reprise, Cap Emploi, le Cap Emploi de votre département, pour qu'il puisse vous accompagner justement. Donc là, ça va être… Peut-être. Pardon? Une nouvelle orientation, peut-être. Peut-être. Avant déjà de penser à ça, voyez ce que vous dit le médecin dans le cadre de la visite de pré-reprise. Si là aussi, vous voyez que lui vous dit « ça serait bien de travailler sur une réorientation », ben là, pour le coup, effectivement, appelez Cap Emploi pour leur dire que suite au rendez-vous de la visite de pré-reprise qu'on vous a donné, vous aimeriez pouvoir travailler peut-être sur d'autres postes qui sont disponibles au sein de votre entreprise ou carrément sur une reconversion professionnelle pour pouvoir anticiper tout ça et qui vous accompagne au mieux pour éviter après de perdre du temps lorsque l'heure de la reprise aura sonné pour vous. D'accord. Parce que pour l'instant, j'attends toujours le retour de la Sécurité sociale parce que comme ils avaient refusé ma rechute à plusieurs reprises,
Et là, suite à cette opération, si vous voulez, le chirurgien, il atteste bien sur le compte rendu, comme quoi c'est bien dû à l'accident, au cartilage qui a poussé entre-temps. Donc, ça prouve qu'elle est ancienne. Voilà. Alors là, j'ai envie de dire, c'est deux choses différentes. Il y a les démarches juridiques, si je puis dire, par rapport à votre pathologie, et il y a la démarche insertion professionnelle, reconversion professionnelle, où là, je vous invite à déjà demander à bénéficier d'une visite de pré-reprise. Donc là, en fait, pour en bénéficier, il faut que tout simplement appeler le service de santé au travail duquel vous dépendez. Oui. Et demander un rendez-vous de pré-reprise. Et là, on va vous fixer un rendez-vous. La visite, comme je le disais tout à l'heure, est à la charge de l'employeur. Vous n'avez rien à payer. Et ça va vous permettre vraiment d'éclaircir pour vous la situation et de voir comment envisager l'avenir. Et à l'issue de cette visite de pré-reprise, contactez Cap Emploi justement pour leur dire voilà ce qui s'est passé à l'occasion de la visite de pré-reprise. Du coup, moi, je me réinterroge sur mon avenir professionnel. D'accord, mais ce n'est pas à mon employeur de prendre le rendez-vous ou c'est à moi-même de le faire? C'est à vous de le faire et d'appeler. D'accord, très bien. Je ferai ça, je contacterai pour voir. Oui, c'est vraiment important que vous fassiez, excusez-moi, cette visite de pré-reprise. Ça va vraiment vous éclaircir les idées, vous permettre aussi, vous, de vous poser pour pouvoir, en fonction de ce qu'il va vous dire sur votre état de santé, vous dire, voilà où j'en suis maintenant. Finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars vraiment sur un autre chemin ou est-ce que finalement, dans mon entreprise, il y a quand même des postes qui pourraient m'intéresser, me convenir et convenir surtout à ma nouvelle situation de santé. Et là, du coup, Cap Emploi va vous aider à faire ce travail. Il prend en compte vos contre-indications médicales et va essayer de voir avec l'employeur un poste qui pourrait vous convenir et qui pourra même être aménagé. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, je suis obligée d'attendre la réponse de la sécurité sociale pour voir ils reconnaissent bien. Non, pour la visite de pré-reprise, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous pouvez d'ores et déjà le faire. Comme je vous disais, on est sur deux choses différentes. D'accord. Là, vous réclamez la visite de pré-reprise pour travailler sur votre avenir professionnel, votre réinsertion potentielle dans l'entreprise ou pas. Donc, ça n'a aucune incidence sur le reste. D'accord. Ok, merci pour ces informations. C'est vrai que je me posais bien des questions. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Ouais. Mais la visite de pré-reprise, vraiment, je pense, madame, que ça va vous éclairer. Et ça va vous permettre d'anticiper un peu les choses et de voir professionnellement vers quoi vous pouvez aller. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, peut-être aussi, du coup, dans la majorité des départements FNAT, il y a un référent emploi. Donc, peut-être après, lui aussi, pourra-t-il vous aiguiller pour travailler justement sur la suite de votre avenir pro. D'accord, impeccable. Merci pour ces informations. Je vais faire le nécessaire. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Bailly, allez-y. Oui, j'avais une question un peu suite à ces débats. Une visite de pré-reprise, est-ce que l'agent peut être accompagné par quelqu'un, que ce soit un représentant des organisations syndicales, que ce soit un conseiller de la FNAT, que ce soit un gars de Alors non, parce que là, on est vraiment sur un duo médecin du travail salarié pour anticiper les conséquences. Donc, si vous voulez, sur la visite de pré-reprise, il n'y a pas d'enjeu. Le médecin du travail ne va pas vous dire « Allez, je vous licencie pour inaptitude ». Il va peut-être vous alerter sur le fait que, attention, compte tenu de votre situation de santé, c'est un risque, mais il ne va rien poser qui a des conséquences pour vous. Donc, on est vraiment là sur une visite d'anticipation pour permettre au mieux la reprise ou pour anticiper éventuellement, effectivement, une inaptitude à venir. Mais en tout cas, l'inaptitude, il ne pourra pas la poser à l'occasion de cette visite de pré-reprise. D'accord.
Et excusez-moi, une question. Et c'est qui décide pour une inaptitude? C'est qui doit dire que vous êtes inapte au travail? Alors, ce sera à l'occasion de la visite de reprise, là, pour le coup, puisque, on le disait, lorsque vous avez eu un arrêt long, vous devez forcément effectuer une visite de reprise. Et c'est là que potentiellement, le médecin du travail pourra poser une inaptitude. D'accord. Donc, c'est lui qui décidera si vous êtes apte ou non apte à travailler. Exactement. Et dès lors qu'il a posé cette situation d'inaptitude, votre employeur doit rechercher pour vous des solutions de reclassement. Alors attention, il doit rechercher. Il n'a pas une obligation de trouver. Mais en tout cas, il doit regarder au sein de l'entreprise s'il y a un autre poste qui peut convenir et qui peut correspondre à vos contre-indications médicales. D'accord. Monsieur D'accord. Bailly, oui? Et si à la base, c'est un accident du travail, il n'a pas l'obligation de reclasser? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est malheureusement ce que trop de gens croient. Il a une obligation de chercher, mais pas de trouver. Alors attention, il a une obligation de chercher comme il faut. C'est-à-dire qu'il doit faire l'état des lieux dans l'entreprise des postes disponibles, y compris des postes qui peuvent nécessiter pour la personne de passer par la case formation pour être opérationnel sur ce poste. Et il doit même, notamment, lorsque c'est une grande entreprise, rechercher sur tous les postes, c'est-à-dire que ça ne va pas être forcément sur votre lieu de travail, mais par exemple, s'il y a une succursale, je dis n'importe quoi, à 100 km de chez vous, il est dans l'obligation, s'il y a un poste qui correspond à vos contre-indications médicales, de vous le proposer. Alors après, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais en tout cas, il doit vous faire ces propositions-là. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, mais très bien, je crois qu'on a terminé ce webinaire. Merci beaucoup pour les personnes qui se sont connectées. Et puis, pour beaucoup d'entre vous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne Bonne soirée, merci, au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci, au revoir.